Alors, on poursuit la partie de l'après-midi. Entre autres, cette section-ci va permettre de présenter les nouveaux chantiers de recherche en innovation sociale. Dans le fond, d'une certaine façon, le CRIS a fait des petits, des petites, et on va pouvoir aujourd'hui comprendre quels sont ces nouveaux-nés issus du CRIS. Alors, nous avons 4 interventions. On devait en avoir 5, mais malheureusement, Madame Émilie Fortin-Lefebvre ne peut pas être ici pour des problèmes que je ne connais pas. Bon, alors, je vous présente nos intervenants et notre intervenante. Maude Léonard, qui est professeur au département d'organisation et ressources humaines à l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Monsieur Sylvain Lefebvre, qui est aussi professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnement de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, directeur du PhilLab Québec et directeur du CRIS. Monsieur René Audet, qui est professeur au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, donc un confrère de Monsieur Lefebvre, à l'École des sciences de la gestion et titulaire de la chaire de recherche de l'UQAM sur la transition écologique, qui va nous présenter dans quelques instants. Et enfin, non des moindres, Monsieur Juan Luis Klein, qui est professeur au département de géographie de l'UQAM, qui a été directeur du CRIS. Je vais changer de place. Alors, on s'est donné donc un moment, une présentation en 3 temps. Premièrement, on va permettre à nos panélistes de vous présenter soit leur projet de recherche ou encore plus leur centre de recherche. Il y aura une petite portion de questions si vous avez besoin d'éclaircissement suite à leur présentation. Et on aura ensuite, dans 2 temps, 2 questions. On leur a soumis 2 questions. Une première question sur laquelle on leur demande quelle résonance, dans le fond, ont leur projet actuel avec les projets que nous avons entendus ce matin. Donc, c'est quoi le lien qu'on fait entre ce qui a été vécu au début du CRIS et maintenant avec leur nouveau projet? Si vous avez 4 minutes pour ça. Et on a envoyé à nos panélistes, hein, mais je vois qu'il y a une personne qui a fait ses devoirs. Et le deuxième temps, une question qui est au cœur aussi du travail du CRIS, c'est-à-dire l'articulation entre innovation sociale et transformation sociale. Alors, pour ces 2 moments-là aussi, on aura quelques temps pour vous permettre de leur poser des questions. Alors, on débute, donc vous avez chacun 5 minutes. À vous, Madame Maude. Bon, bien, on m'a délégué au sein de mon équipe de recherche sur la gestion des entreprises sociales et collectives pour venir vous présenter un peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors, je vais quand même vous les présenter, mais c'est qui les membres de l'équipe de recherche? On a Valérie Michaud, qui agit à titre de directrice de cette équipe-là. On a évidemment Marie Bouchard, qui se passe de présentation en ce moment, puisqu'elle a si bien présenté son parcours, sa trajectoire des nombreuses années où elle a travaillé à l'étude et à la définition de l'économie sociale. On a aussi Annie Camus, qui est directrice adjointe du CRIS. On a Sonia Teillo-Rosas et puis moi-même, Maude Léonard. Alors quand même, on est toutes les 5 rattachées au département d'organisation et ressources humaines, comme on l'a dit, de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et c'est quand même assez particulier et assez inégalé, on pourrait dire, qu'au Québec ou même au Canada, qu'au sein d'un même département, on retrouve 5 professeurs qui s'intéressent à l'étude et à la recherche de l'économie sociale et de la gestion des entreprises sociales et collectives. Et je pense que c'est sans passer sous silence. On a eu vraiment une belle démonstration de ça tout à l'heure par Marie. Alors, des efforts de Marie de développer puis faire reconnaître l'enseignement et la recherche dans le domaine, le secteur de l'économie sociale, ce qui a fait en sorte qu'on a été capable d'aller tirer par sa passion puis par sa persévérance, d'aller chercher quand même plus des postes, des ouvertures de postes qui étaient
directement dédié à l'étude de l'économie sociale et à la recherche en économie sociale au sein du département, ce qui a fait naître ces 4 postes. Alors, on était toutes des femmes intéressées à la question et aux recherches sur l'économie sociale. Puis, regroupés comme ça, on voulait se trouver une structuration. C'est sûr qu'on était dans le crise, on est dans l'axe entreprises sociales et des entreprises sociales et collectives, mais à un plus petit réseau. Alors, étant au sein du même département, qu'est-ce qui pouvait nous regrouper quand on faisait de la recherche ensemble et qu'on collaborait sur différents travaux. Et c'est là qu'est venue, suite à de nombreux échanges, l'idée de structurer nos travaux de manière transversale à travers l'étude des paradoxes et des tensions. Hein, Marie aussi, tout à l'heure, en faisait mention de l'importance que ça avait aussi pu prendre à travers les travaux de la chaire de recherche en économie sociale. Mais également, ça prend une place assez importante aussi dans les travaux actuels que l'équipe de recherche va mener, mais aussi de sa directrice, qui est Valérie Michaud. Alors, c'est pour ça que ça s'est imposé un peu à nous, parce que c'est sûr que quand on pense... Là, j'ai l'impression de parler à des gens qui connaissent bien ça, mais c'est sûr, juste de son appellation, hein, ça fait du sens qu'on parle des tensions et des paradoxes, parce que dans l'économie sociale, on a nécessairement la tension entre l'aspect de la rentabilité économique et l'aspect de la poursuite de la mission sociale qui vient en tension dans des éléments de certaines fonctions de gestion et tout ça. Alors, c'est inhérent à leur fondement. Alors, comment ça pouvait être transversal à la majorité de nos travaux? Et c'est là qu'on a dit qu'on allait poursuivre nos recherches. Et puis, là, je poursuis parce qu'on nous a demandé aussi à savoir quelle méthodologie on utilisait pour travailler ces éléments-là. Bien, évidemment qu'on travaille autant en quantitatif qu'en qualitatif, avec des approches mixtes, des récits de vie, portraits statistiques, l'étude des réseaux sociaux même, une approche ethnographique. Alors, avec la diversité puis les grandes compétences qu'on a au sein de l'équipe, bien, justement, on peut s'appuyer dans l'application de chacune de ces approches de recherche-là. Mais surtout, on a une approche qui est de faire de la recherche partenariale. Hein. Ça, c'est dans la continuité, c'est sûr, on s'inscrit dans le CRISE. La recherche partenariale prend vraiment beaucoup de sens, prend beaucoup de place. Et puis, on travaille évidemment avec beaucoup le service aux collectivités de l'UQAM et puis avec cet organisme de transfert en innovation sociale et économie sociale qui est le TIES, au sein duquel on évolue beaucoup, puis on collabore énormément, soit à titre comme Marie est directrice scientifique du projet sur l'évaluation des retombées sociales en économie sociale. Je travaille sur un projet sur le changement d'échelle. Alors, on a différents projets où c'est important pour nous à la fois de développer des nouvelles connaissances, puis de contribuer au corpus scientifique en économie sociale, mais à la fois aussi de répondre aux besoins du milieu et de créer des outils qui soient utiles pour les différents milieux de pratique, pour les différentes entreprises ou regroupements qui se posent eux aussi des questions, puis qui veulent appliquer directement les données, les informations, les résultats de recherche directement et assez rapidement, surtout souvent dans des contextes de co-construction même de ces connaissances-là. Merci. Monsieur Lefebvre. Donc, rebonjour. Donc là, je suis avec ma casquette Philab. Le Philab, c'est un réseau canadien de recherche. C'est un gros réseau, le réseau Philab. En ce moment, c'est un réseau canadien parce qu'il est appuyé par un financement du CRSH, ce qu'on appelle un financement partenariat, pour 6 ans. Donc là, on est sur un financement 2018-2024. Et avant, on avait eu un premier financement en 2014-2017. Quand je dis que c'est un gros réseau, c'est parce que c'est un réseau partenarial de recherche où on a 4 centres régionaux de recherche. Donc celui, on l'a créé, j'aurais dû commencer par ça, avec Jean-Marc Fontan et Peter Elson, qui est un collègue dans l'Ouest. Et avec Jean-Marc, on a commencé par le créer donc, ici à Montréal. Donc il y a le centre Québec, mais après on a développé un centre à Toronto, un à Calgary, un dans les Maritimes. Et puis on a 4 unités de recherche
En plus, il y a un réseau qui est en train de se structurer en Amérique du Sud, où Juan Luis collabore aussi. Il y a un réseau en Europe aussi qui est basé à Paris. Il y a des développements aussi, on a des collègues qui commencent à travailler sur l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est vraiment un gros réseau avec une vingtaine de partenaires qui sont surtout des fondations philanthropiques, une cinquantaine de co-chercheurs et avec une composante très importante du CRIS, parce qu'il me semble qu'il y a 8 ou 9 chercheurs du CRIS qui contribuent à des projets du Philab. Et le Philab tel qu'on l'a pensé, notamment en 2014-2017, quand il n'était que au Québec, c'était avec 3 composantes. Composante laboratoire de recherche, donc faire des projets de recherche avec une visée partenariale. Un observatoire aussi, donc de travailler sur des recherches plutôt temps court, observation de tendances. Donc, alors beaucoup moins ambitieux que ce que Marie a présenté ce matin, mais un peu quand même avec l'idée de pouvoir compter, répertorier, classifier le monde des fondations pour lesquelles on manque beaucoup d'informations de base. Donc laboratoire, observatoire et puis académie, parce qu'on est sur un sujet, la philanthropie, les fondations, pour lesquelles il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours à l'université, il n'y a pas de maîtrise là-dessus, il y a une formation qui existe, mais c'est sur le côté collecte de fonds, et nous, c'est pas du tout là-dessus. Nous, on est plutôt sur, une fois que l'argent est là, comment il est dépensé. Et donc, on a mis en place aussi des séminaires de lecture pour des étudiants, et très porte ouverte, des étudiants de partout au Québec qui peuvent venir. Donc, on a une composante comme ça pour les étudiants, et avec les faire écrire, les impliquer aussi beaucoup. Donc, en ce moment, on est sur un financement de 6 ans du CRSH, et notre horizon, notre demande, c'est sur le rôle des fondations par rapport à la question des inégalités sociales et des enjeux environnementaux. Et comment c'est né cette préoccupation-là? D'abord, de travailler sur les fondations. Bon, ça, c'est une histoire un petit peu longue, mais pour beaucoup de chercheurs, c'est un acteur, j'allais dire, qui n'était pas au centre de leurs préoccupations, mais qu'ils voyaient passer. Donc les gens qui travaillaient sur le monde communautaire voyaient passer les fondations parce qu'ils financent le monde communautaire. Dans l'économie sociale, on le voyait passer aussi. C'était comme un acteur de second plan. Les gens qui travaillent sur les politiques publiques, aussi dans le domaine social ou même dans le domaine, dans plusieurs domaines de politique publique, voyaient les fondations passer comme ça. Et donc là, l'idée, ça a été d'attraper cet acteur de second plan, puis de se dire, bon, là, on travaille vraiment sur cet acteur-là. D'en faire un acteur de premier plan dans nos recherches. Et ensuite, pourquoi travailler sur le rôle des fondations par rapport à inégalité sociale et enjeux environnementaux? Parce que à la fois, ce sont des enjeux qui sont incontournables et en même temps qui sont assez problématiques d'un point de vue très substantiel pour les fondations, qui sont des inégalités sociales, parce que les fondations philanthropiques, traditionnellement, elles disent qu'elles travaillent sur la pauvreté. Si on travaille sur les inégalités, ça veut dire pas s'intéresser seulement aux gens qui ont moins, mais s'intéresser aussi aux gens qui ont plus. Et les fondations, par constitution, sont aussi le résultat de l'évolution des inégalités. Le fait qu'il y a des capitaux très importants qui se sont constitués, qui donnent lieu à la création de fondations. Bon. Donc, travailler sur les inégalités sociales pour les fondations, ça les amène à se poser des questions quasi existentielles aussi, sur ce à quoi elles contribuent par leur existence, au-delà de comment elles distribuent des dons. Donc, c'était un sujet c'était une entrée un peu intéressante pour comment faire des choses qui à la fois intéressent les acteurs, intéressent les chercheurs, intéressent tout le monde, apportent de la connaissance, un côté aussi un peu poil à gratter. Et pareil, les questions d'enjeux environnementaux, là aussi, elles sont évidemment incontournables. Mais pour les fondations, c'est assez problématique parce qu'il y a beaucoup une impulsion du côté des fondations et notamment des grands donateurs sur le fait d'avoir un impact mesurable, de faire une différence. Bon, quand vous travaillez sur les questions environnementales, faire une différence, enfin, je veux dire, c'est complètement démesuré, hyper problématique. Donc là aussi, il y a quelque chose qui interpelle beaucoup les fondations sur ces questions-là, qui sont des questions très importantes. Et en même temps, dont elles sont assez largement absentes pour l'instant comme enjeu central, même si après elles appuient certains projets. Voilà. Le type de projet sur lequel on travaille, très concrètement, moi je peux dire par exemple ce sur quoi je travaille en termes de projet de recherche, ça peut être des choses très différentes. Ce matin, on a fait mention à un moment de l'initiative Bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Moi, je travaille sur et avec un groupe de fondations qui appuie le Bâtiment 7.
Initiative complètement hors cadre, problématique pour eux par le mode d'organisation même du bâtiment, son mode politique de conception aussi de la lutte, son rapport même au monde philanthropique. Et en même temps, ce projet-là est très intéressant pour les fondations. Donc, je documente beaucoup la réflexion des fondations et leur action collective pour soutenir ce bâtiment 7. Ou un autre projet, ça fera le lien avec René, par exemple, dans l'Est de Montréal. On a, sur les problématiques d'alimentation, de sécurité alimentaire, une action concertée avec des acteurs publics comme la direction de la santé publique par exemple, mais aussi des fondations comme une fondation publique comme Centraide, mais aussi une fondation privée comme une fondation privée liée à un groupe pétrochimique qui tout d'un coup décide d'appuyer des initiatives sur les questions de sécurité alimentaire. Donc là aussi on est complètement, on parlait d'hybridation là, nos frontières explosent complètement entre public, privé, questions environnementales, santé. Donc dans toute cette recomposition là, pour un chercheur, c'est assez excitant d'être bien placé pour observer ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, de questions qui se posent. Et donc, c'est sur ce type de projet que l'on travaille au Philab. Voilà. Merci. René. Bonjour. Je suis titulaire de la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. Ça fait maintenant 2 ans et demi à peu près. Et la transition écologique, c'était donc un thème encore assez nouveau il y a 3 ans, 4 ans, quand j'ai fait la demande. Alors aujourd'hui, c'est partout dans les médias. Et c'est intéressant de voir l'évolution de cette notion dans l'espace public. Puis c'est un peu comme ça, en fait, avec cette même interrogation sur l'arrivée de la transition dans l'espace public que j'ai commencé à m'intéresser à ce thème-là. Il y a quand même un bon bout de temps, j'ai fait un postdoc à l'Université libre de Bruxelles à l'époque et je travaillais, je suis sociologue de l'environnement, donc je travaillais sur les négociations, sur les questions climatiques, notamment les négociations internationales, mais le discours du développement durable, le discours environnemental de manière générale, et arrivé en Europe, il y avait cette nouvelle affaire qu'on appelait la transition. Dans différentes langues, on lui donnait différents qualificatifs et je dirais dans différentes, chez différents acteurs aussi, on lui donnait différents qualificatifs. Donc, vous avez peut-être entendu parler de transition vers l'économie verte, de transition vers une société sobre en carbone, de transition juste, de transition écologique, de transition sociale et écologique, de transition énergétique. Il y en a d'autres, je pense, mais en tout cas, les initiatives de transition. Alors, tout d'un coup, là, la transition semble traduire les préoccupations et les questionnements sur la question environnementale dans notre société. Et je me suis intéressé vite à ça parce que je n'avais jamais entendu parler. Et là, j'étais dans un moment, le postdoc, où en fait, le meilleur moment de la carrière pour faire de la recherche parce que c'était juste ça à faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça arrivait au moment où, je pense, la notion de développement durable était aussi en train de s'épuiser. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans qu'on parlait de développement durable. Et pendant 20-30 ans, on s'est demandé c'est quoi le développement durable? Ah, c'est l'équilibre entre l'économie, la société et l'environnement, comme si ces choses étaient commensurables, si on veut. Alors, il y avait beaucoup de... Je pense que le développement durable était un peu en train de s'épuiser, en train aussi en même temps de s'institutionnaliser. On a commencé à avoir des formes organisationnelles ou institutionnelles qui correspondent à ce que le développement durable est devenu. Mais la transition écologique, ça ouvrait une nouvelle perspective sur comment aborder les problématiques écologiques aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le sujet dans mes travaux, puis c'est ça qui a inspiré la fondation de la chaire. Et j'ai commencé, comme je l'ai toujours fait quand j'abordais un sujet nouveau, par une analyse du discours. J'ai fait une thèse en analyse du discours en sociologie, donc c'est un peu naturel pour moi de faire ça avec la transition. Et je vous raconte pas tout ce que ça révèle. D'ailleurs, c'est encore largement à publier. Mais un des points importants, je trouve, de cette analyse du discours, c'est ce que j'appelle l'absence de société dans la transition.
On va faire d'ailleurs la semaine prochaine un séminaire, table ronde stratégique organisé par le CRIS, la Chaire, le TIES et l'organisme Solon sur ce sujet. Donc, c'est quoi l'absence de société dans la transition? Bien, c'est simplement que dans la panoplie de discours qu'on voit apparaître sur la transition, on n'a pas une réelle conception de ce que pourrait être le changement social pour accomplir une transition écologique. Et donc, on repose le plus souvent sur la technologie, sur le marché, sur les politiques publiques, sur la bonne volonté, bien souvent, des acteurs, des entreprises, etc., sans avoir une théorie derrière ça qui dit voici comment on peut accomplir une transition en l'espace d'une génération avec ce que ça implique pour les relations sociales, l'organisation de la société, et la vie de tous les jours, en fait. Donc, c'est un peu une des questions de base de la chaire. Comment on peut rendre cette transition écologique aussi sociale? Et donc, l'analyse du discours est une approche importante dans ce travail-là, mais on a assez tôt aussi, en fait, depuis le début, décidé d'expérimenter des solutions, de travailler avec les groupes. On fait donc de ce qu'on appelle de la recherche partenariale. Je dis ce qu'on appelle. Je me suis fait dire récemment en France que c'était un langage néolibéral. Donc, je ne sais pas, je fais de la recherche partenariale, je fais de la recherche action ou de des expérimentations de transition qui visent deux axes en particulier, les milieux de vie urbains, donc comment les citoyens s'organisent et proposent des solutions sociales et écologiques dans leur milieu. Ça, c'est un premier axe. Et un deuxième sur les systèmes alimentaires alternatifs que Sylvain a déjà commencé à mentionner. Et comment tout ça peut se déployer? Évidemment, dans la recherche-action et les expérimentations, ce qu'on tente de faire, c'est d'aider à pérenniser ces projets-là, d'une part, et de réfléchir à leur structuration ou leur institutionnalisation en même temps. Donc, comment, éventuellement, l'arrivée de ces projets peut changer les règles du jeu à un niveau un petit peu plus structuré, donc peut-être au niveau municipal ou bon... Voilà. Et pour terminer sur ce point, je dirais que maintenant, on est de plus en plus, justement, pour essayer de passer des projets locaux qu'on réussit à appuyer, à faire avancer. On travaille de plus en plus sur une espèce de narratif. Donc, on revient au discours, d'une certaine façon. Le narratif de la transition écologique pour ces groupes, par ces groupes, en collaboration, en recherche, en co-construction, je voulais dire. Pour avoir ce récit de la transition qui correspondrait à ce que les groupes qui font de l'innovation sociale sur le terrain veulent et pensent, et pour qu'on ait éventuellement un plus grand impact sur les politiques publiques et les institutions de manière générale. Alors, je pense que pour l'instant, ça résume ma charte. Merci. Merci. Monsieur Klein? Alors, merci beaucoup. Ça marche? On entend? OK. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, ça a été amené comme un nouveau chantier de recherche, mais en réalité, c'est un chantier qui est pas si nouveau que ça. Hein. L'équipe, c'est le collectif de recherche sur les innovations dans l'économie, la société et le territoire, mais c'est une équipe qui s'est formée il y a déjà plusieurs années, qui a même précédé la formation du regroupement stratégique du CRIS, hein, mais qui a toujours été rattachée de certaine façon au CRIS. L'élément d'émergence de cette équipe a été définitivement le travail que nous avons fait avec la Société de développement Angus et la reconversion de friches laissées par la fermeture des Canadian Pacific Rail et la demande des acteurs locaux, on va dire, d'un acteur local qui nous a dit écoutez, vous parlez de développement économique local, vous parlez de développement participatif, vous parlez d'alternatives, mais nous, on a ici un terrain, on nous a laissé une friche, on va faire quelque chose. Mais si vous êtes capable de parler de tout ça, c'est parce que vous savez de quoi vous parlez, alors dites-nous quoi faire. Évidemment, cette équipe était formée par
Benoît Lévesque, Jean-Marc Fontan, moi-même, et il y avait Vincent Vanscandel qui participait aussi. Et parmi les acteurs, évidemment, d'autres acteurs, mais essentiellement Christian Iaccarini. Et évidemment, on lui a dit, écoute, on ne sait pas trop comment faire. On sait ce que les gens font, mais on connaît les miracles, mais on ne sait pas comment ils se font, les miracles. Mais par contre, on peut les étudier. Alors, on a fait l'étude avec les acteurs et on a l'impression que cette étude a, d'une certaine façon, donné un coup de pouce à l'idéation du projet qui aujourd'hui existe et qui est reconnu comme un des grands succès de développement urbain participatif dans le monde. Évidemment, ces grands succès a nécessité des compromis, a connu une évolution, ce qui fait que ce qu'on voulait faire au départ, ce n'est pas tout à fait ce qui a été fait. Okay? Mais c'est ça le propre de la régulation et c'est ça le propre des mouvements sociaux dans la mouvance dans laquelle ils se trouvent face au cadre institutionnel. Il demeure que ça nous a, comme équipe, nous a donné un élan. Et aujourd'hui, l'équipe est reconnue comme équipe par le FRQSC comme équipe de recherche. En fait, on est reconnu depuis 2013, mais on avait déjà été reconnu avant. Comme les LAREPS, on avait perdu à un certain moment, quand ils ont changé, il y a eu un changement, et ont regroupé deux organisations de financement de la recherche, et là, on a perdu, mais on l'a récupéré assez rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe est formé par Marco Alberio, Jacques Caillouette, Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, Laurie Guimont, moi-même, Benoît Lévesque, Bernard Pécard, qui est un collègue français, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Catherine Trudel. C'est des collègues qui sont pour plusieurs à l'UQAM, mais il y en a qui sont à l'extérieur et un bon nombre de ces collègues sont au département de géographie de l'UQAM. Alors vous comprenez que la dimension territoriale interpelle les géographes et ça nous permet de collaborer avec des collègues qui n'ont pas une formation dans le domaine des territoires, mais qui ont découvert au chemin faisant l'importance des territoires. Alors, pourquoi l'importance du territoire? Parce que le territoire, on parle évidemment des territoires locaux, hein, parce que le territoire, ça peut être aussi le territoire étatique, ça peut aussi les échelles peuvent être différentes, mais on parle de territoires locaux parce qu'à l'échelle locale, il y a des reconfigurations d'acteurs qui se font à cause de l'importance que représente pour les acteurs l'appartenance au territoire. Mais cette appartenance n'est pas donnée d'avance, hein, elle se construit. Et elle se construit socialement et historiquement. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler sur le processus qui amène à la construction de cette appartenance. Alors, on a travaillé sur les initiatives locales, ces initiatives locales de défense du territoire, d'affirmation du territoire et de reconversion économique et sociale du territoire, à partir d'un concept qu'on a développé d'une façon intuitive au départ, mais qu'on a progressivement disons, meublé d'une façon plus intelligente, et c'est le concept de capital socio-territorial. Le capital socio-territorial, vous voyez, on est dans le capital social, on est dans la mobilisation des ressources. Alors, le capital socio-territorial est l'ensemble des ressources qu'un milieu local peut mobiliser, ressources évidemment endogènes et exogènes, et c'est important de les souligner parce qu'on vient d'une génération, en fait, je viens d'une génération qui considérait que seulement les ressources endogènes étaient importantes, alors qu'on a découvert avec nos recherches que les ressources exogènes sont aussi importantes et souvent plus importantes, pour autant qu'on soit capable de les mobiliser à partir des intérêts des collectivités locales. Ça nous a amené à valoriser l'idée de leadership. Leadership, évidemment, encore là, je n'ose pas dire une innovation, mais l'histoire du leadership, pendant longtemps, on considérait ça comme presque
néolibéral. Hein, travailler sur les individus qui ont une influence, pour certains, comme nous, comme moi, qui vient d'une génération qui niait l'individu et qui considérait que l'histoire était un procès sans sujet. Vous vous rappelez de Louis Althusser qui avait dit ça, de découvrir l'importance des individus, mais ça a été quelque chose de majeur. Alors, or, ce qu'on comprend, c'est que les individus sont importants pour autant qu'ils s'inscrivent dans un cadre institutionnel qui, lui, est collectif et qui les amène à travailler collectivement. Alors ça, c'est un processus d'apprentissage collectif. Nous, on regarde à travers les initiatives locales comment ces apprentissages se mettent en place et ça nous amène en fait à développer un petit modèle avec lequel nous travaillons sur l'effet de l'initiative locale, sur la mobilisation des ressources, sur la construction du sentiment d'appartenance et de l'identité et sur la capacité de ces sentiments d'appartenance de générer des coalitions. On a l'influence de l'école des régimes urbains, l'école de la coalition de croissance donc, ou de développement, des coalitions qui agissent et qui se renouvellent progressivement dans des cycles. Et je dois souligner que j'ai nommé les membres de l'équipe, mais nous avons un site Internet et nous avons réalisé ce site Internet, mais nous avons aussi une petite feuille qui est à la porte. C'est pas que je vais y vendre de la camelote, c'est pas ça, là, je suis pas un vendeur de tapis, mais c'est pour souligner quelque chose que j'ai pas souligné, que j'aurais dû souligner. C'est que nous avons un assistant de recherche absolument extraordinaire qui nous appuie et qui est Mathieu Roy, qui est là et qui a justement configuré cette présentation, qui a fait notre site Internet et qui a lui-même fait un mémoire de maîtrise tout à fait intéressant sur les communs au Mexique. Alors, voilà. Merci. On a quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui voudraient poser des questions, en particulier d'éclaircissement à eux de nos panélistes. Est-ce que des questions? Non? Alors, on peut passer. On leur a demandé de travailler un peu. On leur a posé 2 questions. Une première question on leur demande si, avec ce qu'on a entendu ce matin, quelle résonance il y a entre ce qu'on a entendu ce matin et leur projet de recherche, peut-être en termes soit de continuité ou de rupture, puis aussi peut-être en termes d'adaptation, de changement méthodologique ou peut-être même de changement conceptuel. On leur donne 4 minutes pour répondre aux 2 questions. On connaît leur esprit de synthèse. Oui, je vais essayer. À vous, Maurice. J'ai essayé d'être synthétique, alors peut-être même je l'ai trop été, je ne sais pas, vous me direz, ou bien vous poserez des questions. J'ai pas de micro. Ah, mais là, on J'ai va te pas de passer le micro micro. pour m'entendre. Habituellement, ma voix porte en classe, là, ça marche, mais oui, effectivement, ma captation. Je vais essayer, comme je disais, j'ai essayé cette synthèse. Alors, j'espère que j'aurai réussi. Pour moi, un mot d'ordre, en fait, ce qu'on a dans l'équipe, c'est vraiment un équilibre. Alors, est-ce qu'on est en rupture, en continuité? Je pense qu'on est à la fois les deux. Autant on a la chance d'avoir des membres qui, ça fait longtemps, qui sont au sein du CRIS, qui travaillent avec les concepts, qui travaillent avec les partenaires, tout ça, et puis qui les maîtrisent et qui ont même contribué à façonner les concepts d'innovation sociale, économie sociale au sein du CRIS. Et il y a des nouvelles, peut-être comme moi, peut-être, qui arrivent un peu comme le CRIS, qui découvre ce CRIS, qui est vraiment charmé, qui aurait dû peut-être le découvrir avant, et qui arrive aussi comme psychologue communautaire dans une école de gestion, avec des collègues qui sont soit issus de programmes d'administration, mais aussi de sociologie, d'économie. Alors, on se retrouve ensemble et on essaie d'aller, oui, dans la continuité des travaux du CRIS, mais à la fois d'y ajouter les touches, les approches théoriques desquelles on est issu. Alors, je pense que c'est un beau mélange, comme je disais, une espèce d'équilibre qu'on essaie de retrouver au sein de notre équipe de recherche pour justement poser notre regard particulier sur la gestion des entreprises sociales et collectives
Mais aussi, je pense que hier, on en avait un bel exemple dans un séminaire de l'Axe Entreprise sociale et collective par Raphaël Chavez, justement. Alors, merci pour votre présentation hier, où là, on est confronté, peut-être le mot confronté n'est pas très bien choisi, mais en fait, on a toutes sortes de nouveaux modèles, de nouveaux types d'organisations qui se rattachent ou qui se rapportent d'eux-mêmes à l'innovation sociale ou à l'économie sociale ou à des nouvelles formes d'économie. Alors, est-ce que vraiment ce sont des nouvelles formes, des formes transformées? Alors, je pense qu'on est dans ces besoins-là de redéfinir. Alors, on a la chance, justement, de profiter de l'expérience de définition du champ de l'économie sociale, mais alors, à travers ces nouvelles formes d'organisation-là, est-ce qu'on peut les reconnaître à l'intérieur de l'économie sociale comme telle, ou est-ce qu'on doit les étudier de la même façon? Alors, on est en train de réfléchir dans les différents travaux qu'on mène, dont Sonia Taillot-Rosas aussi, qui a un travail sur une approche plutôt critique de ces nouvelles formes qu'on peut appeler des entreprises sociales. Je pense ce matin, Nancy Nintam nommait ces professionnels de l'innovation sociale. Alors, quels sont leurs rôles dans l'écosystème? Est-ce qu'on peut les qualifier de la même façon? Alors, c'est des questions sur lesquelles on est en train de réfléchir par nos différentes visions, nos différentes perspectives, et toujours à travers la lunette, je disais tout à l'heure, les tensions que ça peut faire émerger ou qui sont présentes. Alors, est-ce qu'on doit gérer ces tensions-là? Comment on fait pour les travailler, ne serait-ce que les étudier? Alors, je pense que c'est là qu'on se situe un petit peu. Je ne sais pas si j'ai encore une minute. Est-ce que je pourrais dire, peut-être d'un point de vue méthodologique, c'était aussi dans la portion de la question. Je pense que là, clairement, on est dans la continuité de la recherche partenariale, mais dans une perspective qui ne serait pas néolibérale. Alors, je ne sais plus comment la nommer, moi non plus, parce que recherche-action, ça détermine à d'autres choses aussi. Alors, alors, on s'entend que ce n'est pas dans cette perspective-là, mais je crois que la majorité de nos projets, sinon tous, s'inscrivent dans cette approche-là, dans un cadre de recherche partenariale. Et je pense que c'est très important pour chacune d'entre nous d'être collé aussi aux réalités des milieux, puis de travailler en collaboration, soit très égalitaire avec nos partenaires. Merci. En fait, moi, la journée d'aujourd'hui a une dimension assez instrumentale. C'est-à-dire qu'en tant que nouveau directeur du CRIS, c'était pour moi l'occasion de me faire un rattrapage sur l'histoire du CRIS, de me mettre un peu à niveau ce matin. Mais je dois dire qu'en tant que, aussi par rapport au Philab, ce que j'ai entendu ce matin m'a fait beaucoup réfléchir sur à quel point le Philab est le fruit de ce qui a été fait auparavant. Y compris dans des schémas organisationnels de la structure de recherche. J'ai tout d'un coup compris les idées de Jean-Marc, de pourquoi tel comité, il fallait qu'il y ait tel partenaire qui soit ici et là. Et effectivement, je comprends qu'on est le fruit de structures de recherche qui ont été expérimentées auparavant. Donc oui, tout à fait, dans les structures de recherche, le Philab s'inscrit complètement dans ce qu'on a vu auparavant. De la même manière, au niveau des thèmes, des questionnements, j'allais dire, des thématiques, il y a des liens qui sont évidents. Marie parlait ce matin, Marie Bouchard, de toute la question de l'évaluation. Pour le Philab, elle a un chantier aussi sur l'action de l'évaluation qui est une problématique dans le domaine du rôle des fondations qui est importante. Margie Mendel sur la finance sociale travaille aussi. Donc il y a une prolongation directe de préoccupations et de chantiers de recherche portés par des chercheurs du CRIS, mais dans cet espace particulier qui est ce champ philanthropique. Enfin, il y a des prolongations là aussi assez évidentes dans l'articulation, j'allais dire, micro, méso, macro, où à la fois on s'intéresse à des projets particuliers de fondation ou de collaboration avec des milieux communautaires. En même temps, on s'intéresse beaucoup aux structures organisationnelles, à comment fonctionnent les fondations, comment sont gérées dans ces organisations-là les rapports de pouvoir, les rapports de collaboration aussi, et puis en essayant de tenir une focale plus large sur des éléments de recomposition justement
des partenariats, enfin des recompositions plutôt des rapports entre État, société civile, marché. Donc on essaye de tenir ces différentes dimensions-là. Donc dans toutes ces dimensions, dans tous ces éléments-là, le Philab est complètement est dans le prolongement. Et en même temps, je pense qu'il y a des spécificités assez importantes liées au milieu philanthropique. Le premier, c'est sans doute pas la même chose de faire de la recherche partenariale avec des dominés et des dominants, pour le dire de manière un peu brutale. Et faire de la recherche partenariale avec des organismes qui ont des budgets de plusieurs dizaines, centaines de millions, par exemple, qui ont eux-mêmes accès à des consultants. Et sans doute, c'est pas du tout le même rapport de collaboration et de pouvoir que quand vous êtes un chercheur qui travaille avec un organisme communautaire qui peut être intimidé par le langage savant, qui n'a pas le même rapport au savoir. Donc tout le rapport de la co-construction des connaissances, évidemment, est particulier quand vous travaillez avec ce milieu-là. Bon. Et ça conditionne sans doute tout le reste. Deuxième élément, c'est que c'est un milieu, le milieu des fondations, par rapport au milieu communautaire au Québec, où encore, Marie a bien dit, le milieu de l'économie sociale, il en a fallu en tracer la délimitation, le nommer, le classifier, mais le milieu des fondations n'est vraiment pas du tout un milieu, j'allais dire, réseauté dans son ensemble, avec des structures de représentation, des porte-paroles, des agendas communs. C'est un milieu où les organisations se sont pendant très longtemps pensées chacune sur le registre justement du don, donc de la bienfaisance, donc du fort intérieur de chaque donateur. Donc il n'y a pas d'identité commune, c'est chacun dans son coin fait sa petite affaire, même quand c'est des très grosses structures parfois et que c'est lié à une gestion familiale. Bon, pendant très longtemps, c'était vu comme d'abord une structure patrimoniale, même si c'est pour la bienfaisance. Bon. Donc ça fait assez peu de temps en fait que le milieu des fondations organise des grands colloques, de grandes réunions et se réfléchit lui-même comme secteur. Bon. Donc ça aussi, c'est particulier. Le troisième élément aussi, c'est qu'il n'y a pas de communauté de chercheurs sur la philanthropie constituée. Donc ça se construit très doucement. Mais on a très peu de chercheurs, très peu d'étudiants aussi. Donc ça amène tout un tas de problèmes. Faut dire d'enjeux ou de défis quand on est de bonne humeur. Voilà, de défis passionnants. Ça pose tout un tas de défis passionnants. Voilà, c'est ça. Les potentiels sont immenses. Et je pense qu'il y a une particularité aussi à travailler avec des acteurs qui ont, quand on disait ce matin qu'il y a une prolifération du discours sur l'innovation sociale et aussi avec des sens très différents. Bon, là, vous êtes travaillé avec les fondations et vous avez des acteurs qui utilisent tous le langage de l'innovation sociale, mais quand vous travaillez depuis longtemps avec eux, il y a des conceptions très différentes de l'innovation sociale et parfois même antagonistes d'une fondation à l'autre. Mais il faut savoir lire entre les lignes, mais vous êtes aussi en jeu avec des acteurs qui, sur votre thématique de recherche, ont un discours parfois assez offensif d'imposition d'une conception particulière de l'innovation sociale. Alors, il y a un jeu là, Giddens parle de double herméneutique là, dans les échanges entre... Oui, je t'ai piqué, Giddens. Tu pourras faire une station de Bourdieu si tu veux. Entre ce qui circule entre les chercheurs et les milieux, là, c'est presque du triple ou du quadruple, quoi. Entre ce que produisent ces acteurs comme cadrage légitime de l'innovation sociale, ce que comme chercheurs, ce sur quoi on travaille, ce qui est renvoyé aux acteurs après, c'est une spirale un peu particulière. Donc voilà, je pense qu'en travaillant sur cet espace-là, ça nous invite à repenser l'articulation entre rapports de collaboration et rapports de pouvoir qui sont toujours là dans toutes les recherches partenariales, quelle que soit la manière dont on nomme la recherche partenariale, mais qui peuvent être euphémisés, notamment quand on travaille depuis longtemps avec des acteurs qu'on connaît bien. Là, c'est à l'état assez brut, assez explosif, et donc il faut repenser ces questions-là, mais qui, je pense, concernent en fait tous ceux qui font de la recherche partenariale. C'est juste que nous, on a la version un peu plus épineuse, mais là aussi, les potentiels sont immenses. En termes Donc, la question porte sur continuité versus rupture avec ce qu'on a entendu de la tradition du crise, en fait. Puis, ce serait difficile de dire rupture. Plutôt la continuité, évidemment. Et en fait, à chaque fois que j'entends les présentations sur l'historique et la tradition du crise, c'est un peu comme une thérapie en même temps, parce qu'on se rend compte d'où on vient, parce que j'ai passé par le crise en étant étudiant de maîtrise, et
et même un peu au doctorat. Et donc, en fait, je suis très marqué par ce cadre théorique, puis notamment l'espèce de schéma de l'innovation à la transformation, qui n'est pas unique aux crises, hein, mais c'est central dans l'idée même d'une transition écologique. Donc, je pense que ça, c'est très important, puis c'est une continuité forte qu'on peut explorer, dans laquelle on peut amener de nouvelles idées, de nouvelles... tout à l'heure, Benoît parlait de faire se rejoindre l'innovation sociale et l'innovation technique. Donc, la littérature scientifique sur la transition met de l'avant l'idée de l'innovation socio-technique. Donc, effectivement, on peut amener ce type de nouvelles idées. Je pense qu'une autre chose qui est importante, en tout cas dans les travaux de la chaire, dans les projets de la chaire, c'est le rôle peut-être de la ville dans ce passage de l'innovation à l'institutionnalisation. On voit moins... pas qu'on n'en voit pas l'importance, mais disons que les projets qu'on accompagne, les projets citoyens, les projets des groupes qu'on accompagne, ont beaucoup plus de... Disons, le niveau municipal a beaucoup plus de clés à offrir pour permettre à ces projets-là de s'épanouir et de se pérenniser éventuellement que le niveau provincial. Donc, on est peut-être moins dans une réflexion sur le modèle québécois que comment transformer la ville. C'est une distinction, mais bon, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux sur la ville aux crises aussi. Mais dans le contexte de la chaire, c'est peut-être un peu ça. Peut-être aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le concept de discours, je le trouve important, puis je ne crois pas qu'il a été très mobilisé dans les travaux du CRIS jusqu'à maintenant. Et maintenant que Sylvain m'a piqué la double herméneutique, je ne sais plus comment conclure mon idée, mais... Non, mais c'est-à-dire que... non, ils n'ont pas aidé, ouais. Ils n'ont pas écouté. En fait, moi, je pense que le discours, c'est un objet, c'est pas que du blabla. Le discours, c'est un objet de pouvoir. Hein. Les puissants ont un discours qui légitimise leur position dans la société. Et les opposants ou les gens qui sont pour le changement ont aussi un discours qui tend à délégitimer certaines positions de certains acteurs. Et donc, l'idée de construire des discours avec les acteurs, c'est un peu ça aussi la fonction. Hein? C'est de construire une société imaginaire, mais quand même... dans un discours dans lequel on pourrait trouver des idées qui vont éventuellement peut-être prendre racine. On essaie d'influencer la ville de Montréal éventuellement avec notre narratif sur la transition écologique. Donc, c'est un peu la logique, cette double herméneutique à l'accéléré, là. Donc, comment les recherches transforment en fait les réalités même qu'elles voulaient décrire au départ parce que les acteurs s'approprient les concepts et transforment leur réalité, etc. Donc, voilà. Et évidemment, il y a la question de l'interdisciplinarité. En environnement, on peut pas passer à côté de l'interdisciplinarité. J'ai dirigé l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM où là, l'interdisciplinarité, ça voulait dire vraiment un large spectre, là, les biologistes, les écologistes, avec les économistes et tout ça. Là, je dirais que dans les travaux sur la transition, on réussit quand même à faire de l'interdisciplinarité, mais dans un spectre un peu plus réduit. Disons, étant donné que tout le monde a nommé son équipe, je pense que je devrais le faire. En conclusion, exactement. Mais donc, on a des gens en études urbaines, Sophie Van Nest, je ne sais pas si elle est membre du CRIS, non. Jonathan Durand-Folco, qui est membre du CRIS, donc philosophe. Il y a Geneviève Mercil, qui est en santé publique à l'Université de Montréal. Donc, vous voyez un peu le type de discipline qu'on essaie de mobiliser dans ces recherches. Puis, je pense que je veux souligner aussi la présence de deux coordonnatrices, assistantes de recherche de la chaire, Eliane Brisebois et Camille Bousbach, qui travaillent sur les deux axes là, de système alimentaire et d'expérimentation urbaine. Voilà, merci. Voilà, alors c'est bien les projets et les liens avec ce qu'on a déjà entendu. C'est ça, alors nous, je parlais de ces projets originaires, si on peut dire, le travail avec
à Rosemont sur la reconversion de la friche Angus, mais par la suite, on a eu d'autres projets et je vais nommer un projet qui est très important, qui a été un projet réalisé avec un fonds du FRQSC partenariat. Hein, ça ne s'appelle pas comme ça. Non, ça ne s'appelle pas comme ça. En tout cas, un fonds du FRQSC qui a été mis, qui existe toujours, pour développer des travaux en partenariat. C'est financé par les milieux. Le FRQSC le gère et on a réalisé un travail sur, on a été financé pour réaliser un travail sur l'influence sur la lutte à la pauvreté, en fait, l'effet anti-pauvreté des initiatives locales. Et si je pense à ça, c'est parce que je vois Magela Simard qui a travaillé avec nous, qui aujourd'hui est à Moncton, et plusieurs membres de l'équipe que j'ai nommée ont été dans cette équipe, et aussi Christine Champagne, qui est certainement quelque part, et qui a été une personne très importante comme assistante dans ces projets. Et un livre qui, si ma mémoire est bonne, s'intitule « Les initiatives locales et la lutte à la pauvreté ». Ce n'est peut-être pas tout à fait le bon titre, mais ça ressemble à ça. Et ça nous a amené finalement à avancer sur la lutte contre l'exclusion, la pauvreté, à partir des milieux locaux. On a travaillé sur les quartiers de Montréal, mais on a travaillé aussi sur des expériences en région, on va dire des expériences rurales, quoique certaines étaient urbaines, mais dans des villes moins métropolitaines que Montréal. Et par la suite, on a développé une préoccupation pour ce qu'on appelle les nouveaux modèles d'action en développement territorial. On voit que depuis quelques années, il se met en place des dispositifs nouveaux qu'on ne connaissait pas avant. Et on s'est donné comme programme d'étudier ces dispositifs. Ils ne sont pas toujours définis de façon territoriale, mais nous, on a interrogé la dimension territoriale et surtout la dimension de transformation sociale de ces dispositifs. Je vous en nomme 4. Le premier, Living Lab, bien connu, parce que justement, le Living Lab, d'abord originaire aux États-Unis, mais assez rapidement repris en Europe, et ils sont devenus comme une façon importante, financée d'ailleurs largement par la Commission européenne, pour agir dans la on dit capacitation en espagnol, mais je ne sais pas comment on dit en français. Est-ce qu'on peut dire capacitation en français? Bon, de donner des capacités aux milieux locaux, mais des capacités à la fois cognitives, mais aussi techniques, de façon à influencer leur développement. Et nous avons été financés par le ministère de l'Éducation pour étudier les effets de certains Living Labs en milieu rural, notamment à Victoriaville. Alors ça a été un projet très important parce que ça nous a amené à voir avec des acteurs qui travaillaient dans des expériences de Living Lab, des laboratoires vivants, c'est quoi que ça donnait finalement par rapport à la transformation de leur milieu, hein, et de la mise en œuvre des perspectives nouvelles. Premier modèle. Deuxième modèle, la question de la sécurité alimentaire. On ne parlait pas de sécurité alimentaire il y a quelques années. À partir d'un certain moment, on a commencé à parler beaucoup. Et là, on a étudié aussi plusieurs cas de sécurité alimentaire. On a eu un projet de recherche qui a été financé aussi par le ministère de l'Éducation sur la question de la sécurité alimentaire. Et là, on lance un livre avec ma collègue Mélanie Doyon, qui est déjà envoyé, donc il va être publié probablement à l'automne, et sur pas la sécurité alimentaire, la sécurisation alimentaire, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et on défait quelques mythes, mais on amène aussi quelques expériences nouvelles, dont une expérience très importante qui se développe à Montréal-Nord sur ce qu'on appelle le système alimentaire pour tous. Troisième modèle, ce qu'il appelle, moi, les tournants culturels du développement territorial.
ce qu'on s'aperçoit, à partir du moment, à un moment donné, on travaillait avec les CEDEC, hein, les corporations de développement économique communautaire, et ce travail nous a amené à découvrir qu'il y a beaucoup d'acteurs dans les milieux locaux, mais se tourner vers la culture, ce qui était une nouveauté, parce qu'il y a quelques années, parler de culture, c'était bourgeois. Hein. Dans les milieux du développement communautaire, et la culture n'était pas très, très privilégiée. Mais à un moment donné, on a commencé à parler des cultures, des reconversions du patrimoine, des reconversions d'églises, de toutes sortes de choses qui étaient à la portée des acteurs locaux, des acteurs communautaires. Alors ça a été très, très intéressant, et on a un projet sur la vitalité culturelle des quartiers à Montréal en relation avec Culture Montréal. Vous voyez, c'est toujours avec des acteurs, hein, avec Culture Montréal. Et ce projet a donné lieu à une grille d'indicateurs qui permet aux acteurs, qui a été transféré d'ailleurs, qui permet aux acteurs de travailler sur à l'évaluation, mais pas à l'évaluation au sens de l'audit, hein, à travailler avec les acteurs pour développer la vitalité culturelle des différents quartiers. Donc ça, c'est un élément important. Il y a plusieurs publications là-dessus, et qui sont parues, et d'autres qui sont à apparaître. Et le dernier, en fait, parallèle aux autres, c'est des choses qui ont été développées en parallèle, les ateliers de savoir partagé. Je pense que les ateliers de savoir partagé, avec Saint-Camille au départ, mais aujourd'hui avec Petit-Saguenay et Bellechasse et Saint-Camille, sont une expérience qui est tout à fait particulière, parce que là, on travaille, et là, je pense à l'histoire du récit, mais ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez dit quelque chose d'autre. C'est l'histoire de mettre des mots dans des pratiques que les gens réalisent, mais pour lesquelles ils ne savent pas tout à fait qu'ils sont en train En fait, ils savent qu'ils sont en train de réaliser ces pratiques, mais ils ne savent pas qu'il y a des concepts derrière ça. Et travailler ces concepts avec les gens qui réalisent des actions innovatrices, des mobilisations citoyennes, quotidiennement, parce que, comme Nancy le disait ce matin, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes, il faut bien qu'ils fassent de quoi. Et là, travailler avec eux, comprendre qu'est-ce que c'est qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui est absolument particulier, parce que ça permet de développer une compréhension du développement qui est tout à fait différente de la méthodologie traditionnelle. Ça permet aux acteurs de développer une réflexivité sur ce qu'ils font, mais ça nous permet à nous, comme académiciens, entre guillemets, de développer aussi une compréhension de ce que c'est que le développement des territoires et de transmettre cette compréhension à travers les diverses formes d'intervention qu'on a de type académique, c'est-à-dire les mémoires de maîtrise, les thèses de doctorat, nos cours habituellement. Et ce qui a été, pour moi, les ateliers de savoir partager ont été aussi formateurs que l'a été probablement l'expérience d'Angus aux années 90. Merci.